Et si tout ce que tu vis aujourd'hui n'était pas le fruit du hasard, ni même des circonstances, mais la conséquence directe d'un processus intérieur que tu ignores? Et si l'esprit ne se contentait pas d'observer le monde, mais le façonnait silencieusement, jour après jour, pensée après pensée? La majorité des êtres humains créent en permanence sans savoir qu'ils créent. Ils attribuent leurs réussites ou leurs échecs à l'extérieur, aux autres, à la chance ou à la malchance, sans jamais soupçonner que la source réelle se trouve en eux. L'erreur fondamentale de l'humanité n'est pas de manquer de volonté, mais de croire que la réalité naît hors de soi. Ernest Holmes renverse cette croyance avec une clarté troublante. L'esprit ne réagit pas au monde, il le façonne. Comprendre cela, ce n'est pas adopter une pensée positive naïve, mais accéder à une responsabilité radicale. La promesse de ce livre est simple et vertigineuse à la fois. Révéler comment l'esprit devient une force créatrice consciente et comment reprendre la maîtrise de ce pouvoir que nous exerçons déjà, mais à l'aveugle. Ernest Holmes n'était pas un penseur ordinaire, héritier direct de la pensée métaphysique moderne. Il s'inscrit dans une lignée intellectuelle qui ne cherche pas à consoler, mais à expliquer les lois invisibles qui gouvernent l'expérience humaine. En 1919, alors que le monde sort meurtri d'une guerre dévastatrice, Holmes propose une idée dérangeante. Le chaos extérieur reflète un désordre intérieur collectif. Creative Mind n'est pas un livre de développement personnel au sens populaire du terme. C'est une architecture mentale, une tentative de cartographier les mécanismes par lesquels l'esprit donne forme à la réalité. Là où la pensée positive promet des résultats rapides, Holmes parle de loi, de cohérence intérieure et de responsabilité. Il ne s'agit pas de répéter des phrases rassurantes, mais de comprendre comment la pensée, lorsqu'elle est soutenue par la conviction et l'émotion, devient cause. Si ce texte est resté marginal, ce n'est pas parce qu'il est obscur, mais parce qu'il est exigeant. Il enlève les excuses, retire le confort de la victimisation et place l'individu face à une vérité inconfortable. Créer consciemment sa vie demande plus que de l'espoir. Cela demande de la lucidité, de la discipline intérieure et du courage. C'est précisément pour cela que ce livre reste en avance sur son temps, et peut-être encore plus nécessaire aujourd'hui qu'il ne l'était en 1919. Leçon 1. L'esprit créatif. Ce n'est pas l'imagination, c'est une loi. La première confusion que ce livre vient dissoudre est aussi la plus répandue. Croire que l'esprit créatif relève de l'imagination, du talent artistique ou d'une capacité réservée à quelques individus inspirés. Ernest Holmes attaque ce malentendu à la racine. L'esprit créatif n'est pas une faculté décorative, il n'est pas une option psychologique, il est une loi fondamentale, impersonnelle, constante, aussi précise que la gravité. Ce que l'on appelle création n'est pas le fait d'inventer quelque chose à partir de rien, mais le processus par lequel une cause invisible devient un effet visible. L'esprit ne joue pas avec la réalité, il la structure. Là où l'on pense rêver, on agit déjà. Là où l'on croit imaginer, on met en mouvement une chaîne de causes. Toute forme qui existe dans le monde visible a d'abord existé dans l'invisible. Cette affirmation n'est ni mystique ni poétique, elle est structurelle. Avant qu'un objet soit fabriqué, il est pensé. Avant qu'une relation se manifeste, elle est conçue intérieurement. Avant qu'une situation ne s'installe durablement, elle est répétée mentalement. Holmes insiste sur un point dérangeant. L'esprit ne fait pas la différence entre une pensée consciente et une pensée habituelle. Ce qui est entretenu,
chargée émotionnellement et répétée, devient une réalité stabilisée. Ce n'est pas la force d'une pensée isolée qui crée, mais la cohérence d'un état intérieur. Pensée, émotion et répétition forment une équation implacable. Lorsque ces trois éléments s'alignent, la création n'est plus une possibilité, elle devient une conséquence. C'est ici que la majorité échoue sans le savoir. Beaucoup veulent sans comprendre. Ils désirent des résultats visibles sans modifier la structure invisible qui les produit. Ils formulent des souhaits tout en nourrissant des convictions opposées. Ils espèrent une abondance extérieure tout en entretenant intérieurement une logique de manque, de peur ou de méfiance. Holmes ne parle pas d'optimisme, il parle de loi. Une loi ne se négocie pas, elle s'applique. De la même manière que le corps obéit aux lois physiques, l'expérience humaine obéit aux lois mentales. L'esprit agit comme un sol. Ce que l'on y plante, consciemment ou non, finit par pousser. Le problème n'est pas que les gens ne plantent rien, mais qu'ils ignorent ce qu'ils plantent réellement. L'esprit créatif n'est donc pas artistique, il est causal. Il ne s'exprime pas uniquement dans les œuvres visibles, mais dans les trajectoires de vie. Une personne ne crée pas seulement lorsqu'elle peint, écrit ou invente, elle crée lorsqu'elle pense de manière répétée à propos d'elle-même, des autres et du monde. Chaque croyance entretenue devient une instruction silencieuse donnée à la réalité. Holmes souligne que l'esprit ne juge pas, ne critique pas, ne sélectionne pas moralement. Il reçoit une impression et l'exécute. Si cette impression est floue, contradictoire ou instable, le résultat le sera aussi. Si elle est claire, cohérente et soutenue, le résultat tend à se matérialiser avec une précision troublante. Ce qui rend cette loi difficile à accepter, c'est qu'elle supprime l'alibi du hasard. Elle retire le confort de l'accident. Elle implique que même ce qui semble subi possède une racine intérieure. Cela ne signifie pas que l'individu est coupable de tout ce qui lui arrive, mais qu'il participe à plus de choses qu'il ne le croit. L'esprit créatif agit en permanence, que l'on en soit conscient ou non. L'ignorance de la loi ne protège pas de ses effets. De la même manière qu'un corps tombe s'il ignore la gravité, une vie se structure selon les lois mentales, même lorsque celles-ci ne sont pas comprises. Holmes introduit une idée subtile mais essentielle. La pensée seule ne suffit pas. Une pensée faible, isolée, sans charge émotionnelle, n'a qu'un impact limité. Ce qui donne à la pensée son pouvoir créatif, c'est l'émotion qui l'accompagne et la répétition qui la stabilise. L'émotion est le carburant, la répétition est le mécanisme de fixation. Une pensée associée à une émotion intense devient une empreinte. Répétée, elle devient une croyance. Installée, elle devient une réalité vécue. C'est ainsi que se forment les schémas de vie, les cycles récurrents, les situations qui semblent se reproduire sans explication extérieure. Vouloir sans comprendre échoue parce que le vouloir est souvent superficiel, alors que les croyances sont profondes. Beaucoup veulent le succès, mais croient inconsciemment qu'il est dangereux. Beaucoup veulent la liberté, mais associent inconsciemment la sécurité à la dépendance. Beaucoup veulent l'amour, mais entretiennent intérieurement la peur de l'abandon. Dans ces conditions, la loi mentale ne fait pas d'erreur, elle obéit à la structure dominante. Ce que l'on désire consciemment pèse peu face à ce que l'on accepte intérieurement comme vrai. Holmes ne cherche pas à encourager le désir, mais à transformer la compréhension. La loi mentale fonctionne comme une gravité intérieure. Elle attire vers l'expérience ce qui correspond à l'état dominant de l'esprit. Cette attraction n'est pas magique, elle est logique.
Un esprit organisé attire des situations organisées. Un esprit confus attire des circonstances instables. Un esprit discipliné tend à produire des résultats cohérents. Cela ne se fait pas toujours immédiatement, car le temps joue un rôle essentiel. Le temps permet à la pensée de se condenser, de se répéter, de s'enraciner. L'impatience est l'un des grands ennemis de la création consciente, car elle pousse à juger les effets avant que les causes n'aient eu le temps d'agir pleinement. Holmes insiste également sur la responsabilité subtile que cela implique. Comprendre la loi mentale, ce n'est pas se forcer à contrôler chaque pensée, mais apprendre à orienter l'état intérieur dominant. Il ne s'agit pas de lutter contre l'esprit, mais de l'éduquer. L'esprit créatif répond à la clarté, pas à la tension. Plus une personne devient consciente de ses schémas intérieurs, plus elle peut agir en amont de l'expérience, là où les causes sont encore malléables. C'est à ce niveau que se joue la véritable liberté, non pas dans le contrôle des événements, mais dans la maîtrise progressive des causes invisibles. Ce que Holmes propose est radicalement différent des approches superficielles de la création. Il ne promet pas des résultats instantanés, il décrit un processus. Il ne flatte pas l'ego, il responsabilise l'individu. Il ne sépare pas la pensée de la discipline intérieure. Comprendre l'esprit créatif comme une loi, c'est accepter que chaque état mental a une conséquence, même lorsqu'elle n'est pas immédiatement visible. Cela demande une maturité intérieure que peu sont prêts à assumer, car cela implique de renoncer à l'idée que la vie nous arrive sans notre participation. L'esprit créatif est donc une force neutre, précise, constante. Il ne récompense pas l'espoir, mais la cohérence. Il ne répond pas aux mots, mais aux convictions. Il ne se manifeste pas dans le spectaculaire, mais dans la continuité. Celui qui comprend cette loi cesse de lutter contre la réalité et commence à travailler avec elle. Il ne cherche plus à forcer les résultats, il aligne les causes. Il ne s'agite plus extérieurement, il clarifie intérieurement. Et progressivement, sans bruit, sans miracle apparent, sa réalité commence à refléter une structure nouvelle, plus consciente, plus stable, plus maîtrisée. C'est précisément à ce point que cette leçon devient inconfortable. Elle retire toute excuse intellectuelle. Elle montre que l'esprit créatif ne demande pas du talent, mais de la lucidité. Pas de l'imagination débordante, mais de la compréhension des lois. Pas de la chance, mais de la cohérence intérieure. Celui qui accepte cette vérité cesse de se demander pourquoi sa vie est ainsi et commence à se demander ce qui l'entretient en lui. À partir de là, la création n'est plus un mystère, elle devient une responsabilité consciente. Leçon 2. Le subconscient, l'atelier silencieux de la création. S'il existe un lieu où la majorité des créations humaines prennent réellement forme, ce n'est ni dans la volonté consciente ni dans l'effort visible, mais dans une zone plus profonde, plus discrète et infiniment plus puissante, le subconscient. Ernest Holmes traite ce sujet avec une précision qui dérange, car il révèle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Le subconscient ne pense pas, ne débat pas, ne remet pas en question. Il exécute. Il fonctionne comme un atelier silencieux dans lequel chaque impression acceptée devient un plan de construction. Il ne décide pas de ce qui est bon ou mauvais, possible ou impossible. Il reçoit une instruction intérieure et la met en œuvre, fidèlement, mécaniquement, sans émotion morale. La grande erreur humaine consiste à croire que l'intention consciente suffit à transformer une réalité. Or, l'intention n'est qu'une surface. Ce qui agit réellement, c'est la croyance installée en profondeur.
Une intention peut être forte verbalement, mais faible intérieurement. Une personne peut vouloir changer tout en ressentant profondément que le changement est dangereux, irréaliste ou réservé aux autres. Dans ce cas, le subconscient n'obéit pas à l'intention déclarée, mais à la croyance ressentie. Ce décalage explique pourquoi tant d'efforts restent stériles, pourquoi tant de promesses personnelles ne se concrétisent jamais, pourquoi tant de cycles se répètent malgré la volonté de les briser. Le subconscient fonctionne sur un langage particulier, le ressenti de vérité. Ce qu'il accepte n'est pas ce qui est logique ni ce qui est souhaitable, mais ce qui est vécu intérieurement comme réel. Une croyance n'a pas besoin d'être vraie objectivement pour agir, elle doit simplement être ressentie comme telle. Si un individu ressent profondément qu'il n'est pas digne, qu'il doit lutter, qu'il doit se contenter de peu, ses impressions deviennent des instructions créatrices. À l'inverse, une affirmation positive répétée mécaniquement, sans adhésion intérieure, reste sans effet durable. Holmes insiste sur ce point fondamental. L'esprit accepte ce qui est ressenti comme vrai, non ce qui est répété comme une formule vide. Le subconscient ne comprend pas le futur. Il n'opère pas dans l'espoir. Il travaille dans le présent psychologique. Ce qui est senti maintenant, de manière répétée, devient une norme intérieure. Cette norme devient un filtre à travers lequel la réalité est interprétée, sélectionnée et vécue. Ainsi, deux personnes placées dans une situation identique n'en tireront pas la même expérience, car leur atelier intérieur ne fonctionne pas selon les mêmes plans. Le subconscient organise les perceptions, influence les réactions, oriente les choix sans jamais se manifester ouvertement. Il est silencieux, mais omniprésent. Le rôle du langage intérieur est ici central. L'individu parle constamment à lui-même, souvent sans s'en rendre compte. Ce dialogue intérieur n'est pas neutre. Il est l'un des principaux moyens par lesquels les impressions sont transmises au subconscient. Ce que l'on se répète sur soi, sur la vie, sur les autres, sur les possibilités, devient une programmation lente mais profonde. Le ton, la charge émotionnelle et la répétition comptent plus que les mots eux-mêmes. Un langage intérieur chargé de doute, de méfiance ou de résignation crée un terrain fertile pour des expériences alignées avec ces états. À l'inverse, un langage intérieur clair, calme et cohérent prépare le terrain à des résultats plus stables. Holmes ne propose pas de forcer le subconscient. Il explique que toute tentative de domination violente produit une résistance. Le subconscient ne répond pas à la contrainte, mais à l'imprégnation. Créer sans forcer signifie installer progressivement une nouvelle impression intérieure jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. C'est un travail de cohérence, pas de tension. Lorsqu'une idée est introduite doucement, associée à un ressenti stable et répété sans conflit intérieur, elle finit par être acceptée. À partir de ce moment, l'atelier silencieux se met au travail sans effort conscient. La majorité vit à l'envers de cette logique. Elle tente de changer les effets sans toucher aux causes. Elle modifie les comportements sans transformer les croyances. Elle lutte contre les symptômes sans reprogrammer la source. Cette approche produit de la fatigue, de la frustration et souvent un sentiment d'échec personnel. Holmes montre que ce n'est pas un manque de capacité, mais une méconnaissance de la mécanique intérieure. Le subconscient est impartial. Il n'échoue jamais. S'il produit des résultats indésirables, c'est qu'il a reçu des instructions correspondantes. Un point particulièrement dérangeant dans cette leçon est la responsabilité implicite qu'elle impose. Si le subconscient exécute fidèlement,
alors il devient impossible de se positionner uniquement comme victime des circonstances. Cela ne signifie pas nier les influences extérieures, mais reconnaître que l'assimilation intérieure joue un rôle décisif. Deux personnes peuvent subir la même condition extérieure, mais ne pas l'intégrer de la même manière. L'une la transforme en limitation intérieure, l'autre en point de départ. Ce choix n'est pas toujours conscient, mais il est toujours réel. Le subconscient ne fait pas la différence entre une expérience vécue réellement et une expérience intensément imaginée avec émotion. C'est pourquoi les peurs anticipées peuvent avoir autant d'impact que les événements réels. Une peur entretenue devient une instruction de protection excessive. Une anticipation négative répétée devient une attente, et une attente prolongée tend à se manifester sous une forme ou une autre. Holmes ne parle pas ici de superstition, mais de cohérence mentale. L'esprit cherche à confirmer ce qu'il accepte comme vrai. Il organise les perceptions et les actions de manière à maintenir cette cohérence interne. Créer en imprégnant signifie donc travailler au niveau des impressions dominantes. Il ne s'agit pas d'ignorer les pensées négatives, mais de ne plus les nourrir émotionnellement. Une pensée sans émotion s'éteint rapidement. Une pensée chargée émotionnellement s'enracine. Le véritable travail intérieur consiste à déplacer progressivement la charge émotionnelle vers des idées choisies consciemment. Cela demande de la patience, car le subconscient fonctionne par accumulation. Il ne change pas brutalement, il se reconfigure progressivement. Holmes souligne également que le subconscient aime la simplicité. Il répond mieux à des impressions claires et cohérentes qu'à des messages complexes et contradictoires. Une personne qui se répète intérieurement des messages opposés crée une instabilité qui se reflète dans sa vie. Vouloir la sécurité tout en nourrissant la peur du succès, vouloir la liberté tout en s'identifiant à la dépendance, vouloir l'abondance tout en se sentant coupable de désirer, crée un conflit interne que le subconscient résout en maintenant le statu quo, non par punition, mais par cohérence. Cette leçon révèle pourquoi tant de transformations échouent à long terme. Elles sont basées sur un effort conscient temporaire, sans modification profonde des croyances ressenties. Dès que l'effort cesse, l'ancien programme reprend le dessus. Le subconscient agit comme un pilote automatique. Tant que le programme n'est pas modifié, la trajectoire reste la même si la volonté tente ponctuellement de la corriger. La vraie transformation n'est pas spectaculaire, elle est silencieuse, graduelle et souvent invisible au début. Comprendre cette mécanique change radicalement la relation à soi-même. L'individu cesse de se juger durement pour ses échecs apparents et commence à observer ses états intérieurs avec lucidité. Il ne cherche plus à se motiver artificiellement, mais à se reprogrammer intelligemment. Il comprend que chaque émotion entretenue est une instruction, chaque croyance répétée est un plan, chaque dialogue intérieur est une direction donnée à l'atelier silencieux. Holmes insiste sur un point essentiel. Le subconscient ne peut pas être trompé, mais il peut être éduqué. Il ne répond pas aux mensonges conscients, mais il accepte les vérités ressenties. Ainsi, toute tentative de se convaincre sans conviction réelle échoue. À l'inverse, toute idée progressivement intégrée, même simple, finit par produire des effets mesurables. La création consciente n'est pas une lutte contre soi, mais un alignement progressif. Cette leçon révèle également pourquoi certaines personnes semblent créer avec facilité. Ce n'est pas qu'elles forcent moins, c'est qu'elles doutent moins intérieurement.
leur atelier fonctionne sans sabotage constant. Elles ne contredisent pas intérieurement ce qu'elles souhaitent extérieurement. Leur cohérence mentale agit comme un amplificateur naturel. Elles ne sont pas plus chanceuses, elles sont plus alignées. Le subconscient est donc l'élément central de toute création durable. Tant qu'il reste inconnu, il agit dans l'ombre. Lorsqu'il est compris, il devient un allié puissant. Mais cette compréhension exige une honnêteté intérieure rare. Elle demande d'observer ses croyances sans se justifier, d'écouter son langage intérieur sans l'embellir, de reconnaître ses impressions dominantes sans se mentir. C'est pour cette raison que ce savoir reste marginal. Il retire l'excuse du hasard et replace l'individu face à sa responsabilité intérieure. Créer sans forcer, mais en imprégnant, devient alors une discipline subtile. Chaque pensée n'a pas besoin d'être contrôlée, mais chaque état dominant mérite d'être choisi. Chaque émotion n'a pas besoin d'être supprimée, mais chaque émotion entretenue doit être comprise. Le subconscient ne demande pas la perfection, il demande la cohérence. Et lorsque cette cohérence s'installe, même lentement, l'atelier silencieux commence à produire des formes nouvelles, souvent bien avant que l'individu ne s'en rende compte consciemment. C'est à ce moment précis que la création cesse d'être un concept abstrait et devient une expérience vécue. Non pas spectaculaire, non pas instantanée, mais profondément stable. L'esprit conscient comprend alors qu'il n'est pas seul aux commandes et qu'en travaillant avec le subconscient plutôt que contre lui, il devient possible de créer avec moins d'efforts et plus de précision. Ce n'est pas un pouvoir mystique, c'est une compréhension appliquée. Et comme toute loi, elle agit que l'on y croit ou non, mais elle commence à servir celui qui la comprend. Leçon 3. La foi mentale. Pas religieuse, mais directionnelle. La foi mentale est l'un des concepts les plus mal compris, les plus déformés et les plus affaiblis par l'usage courant. Ernest Holmes la libère de toute connotation religieuse ou mystique pour la replacer là où elle agit réellement, dans la direction intérieure de l'esprit. La foi n'est pas une croyance aveugle, ni une attente passive, ni une prière déguisée. Elle est une orientation stable de la conscience. Elle est ce qui maintient l'esprit aligné dans une direction donnée, indépendamment des fluctuations extérieures. Là où l'espoir attend, la foi mentale avance déjà intérieurement. Là où le désir demande, la foi mentale suppose que le chemin est ouvert. Croire, dans le sens holistique proposé par Holmes, ne signifie pas espérer que quelque chose arrive. Espérer contient toujours une part de doute. Espérer reconnaît implicitement l'absence, le manque, l'incertitude. La foi mentale, elle, repose sur une certitude calme. Elle ne crie pas, ne supplie pas, ne se débat pas. Elle agit comme une force gravitationnelle intérieure qui maintient la pensée, l'émotion et l'attitude dans une cohérence directionnelle. Cette cohérence est ce qui permet au processus créatif de rester fluide. Dès que la foi se transforme en attente anxieuse, le flux est perturbé. Le doute n'est pas simplement une pensée négative, il est une oscillation intérieure. Il coupe le flux créatif parce qu'il introduit une contradiction dans l'atelier mental. L'esprit ne peut pas avancer efficacement dans deux directions opposées en même temps. Lorsqu'une personne affirme vouloir créer tout en nourrissant intérieurement l'idée que cela est improbable, risqué ou réservé à d'autres, elle installe une tension interne. Cette tension ne bloque pas la création par punition, mais par incohérence. Le subconscient, qui cherche toujours la stabilité, interprète cette oscillation comme un signal de danger
ou d'indécision et maintient l'état existant. La foi mentale n'exige pas une certitude émotionnelle intense. Elle ne dépend pas de l'enthousiasme ni de la motivation fluctuante. Elle repose sur une décision intérieure silencieuse, celle de considérer une direction comme valide. Cette décision peut être calme, presque neutre, mais elle doit être stable. Holmes insiste sur ce point. La force créatrice ne répond pas à l'excitation, mais à la constance. Une certitude calme vaut plus qu'un enthousiasme instable. Là où l'émotion forte s'épuise rapidement, la certitude tranquille soutient l'action sur la durée. La majorité confond la foi avec une forme de pensée positive exagérée. Cette confusion produit l'effet inverse de celui recherché. Forcer des affirmations sans y adhérer intérieurement renforce souvent le doute, car l'esprit perçoit la dissonance. La foi mentale n'est pas un masque que l'on impose à ses pensées, mais un état intérieur qui se construit progressivement par compréhension et alignement. Elle naît lorsque l'esprit cesse de se contredire, lorsqu'il accepte une direction comme possible, puis comme normale. Devenir un point stable dans le chaos est l'une des expressions les plus puissantes de la foi mentale. Le monde extérieur est par nature instable, changeant, imprévisible. Les circonstances fluctuent, les opinions varient, les événements se succèdent sans logique apparente. Celui qui dépend intérieurement de ces mouvements est condamné à une instabilité constante. La foi mentale permet de créer un centre intérieur immobile autour duquel les événements peuvent tourner sans désorganiser l'esprit. Cette stabilité n'est pas de l'indifférence, mais de la maîtrise intérieure. Holmes montre que la foi mentale agit comme un gouvernail. Elle ne supprime pas les vagues, mais elle maintient la direction. Sans gouvernail, même une mer calme mène à la dérive. Avec un gouvernail, même une tempête peut être traversée. La foi mentale ne garantit pas l'absence d'obstacles, elle garantit la continuité du mouvement. Elle empêche l'esprit de renoncer prématurément, non par obstination, mais par clarté directionnelle. Un point essentiel souvent négligé est que la foi mentale se manifeste d'abord dans l'attitude, pas dans les résultats. Une personne alignée intérieurement agit différemment, parle différemment, choisit différemment, même avant que les résultats visibles n'apparaissent. Ce changement subtil précède toujours la transformation extérieure. C'est pourquoi les observateurs extérieurs confondent souvent la foi avec de la chance ou de la confiance innée. En réalité, ils ne voient que les effets, jamais la stabilité intérieure qui les a rendus possibles. Le doute est naturel au début de tout processus créatif conscient. Holmes ne nie pas son existence. Il montre simplement qu'il ne doit pas devenir un état dominant. Une pensée de doute passagère n'a pas de pouvoir durable si elle n'est pas nourrie émotionnellement. Le problème commence lorsque le doute devient une habitude intérieure, une posture mentale. À ce stade, il cesse d'être une question et devient une identité. L'individu ne doute plus d'un projet, il doute de lui-même. Cette identification coupe profondément le flux créatif, car elle altère la perception de la capacité personnelle. La foi mentale agit également comme un filtre perceptif. Elle influence ce que l'on remarque, ce que l'on ignore, ce que l'on interprète comme une opportunité ou comme une menace. Deux individus peuvent recevoir la même information. L'un y verra un obstacle, l'autre une ouverture. Cette différence ne vient pas de l'intelligence brute, mais de la direction intérieure préexistante. La foi mentale prépare l'esprit à reconnaître ce qui est aligné avec sa trajectoire. Elle ne crée pas magiquement des circonstances, elle permet de les utiliser.
Un aspect fondamental de cette leçon est la compréhension que la foi mentale n'est pas rigide. Elle est stable, mais adaptable. Elle ne s'attache pas à une forme précise, mais à une direction essentielle. Lorsqu'une forme échoue, l'esprit aligné ne s'effondre pas, car sa certitude ne reposait pas sur le moyen, mais sur le principe. Cette flexibilité est souvent confondue avec de l'indécision, alors qu'elle est l'expression d'une compréhension plus élevée. La foi mentale ne dit pas « cela doit arriver exactement ainsi », mais cette direction est juste, quelle que soit la forme finale. La certitude calme est l'un des signes les plus clairs de la foi mentale authentique. Elle n'a pas besoin de se défendre, ni de convaincre les autres. Elle ne cherche pas l'approbation extérieure. Elle se reconnaît à une forme de tranquillité intérieure, même face à l'inconnu. Cette tranquillité n'est pas une absence d'action, mais une action sans agitation intérieure. Holmes souligne que l'esprit créatif fonctionne mieux dans un état de calme confiant que dans une tension nerveuse constante. La foi mentale transforme également la relation au temps. Celui qui doute constamment est pressé, impatient, anxieux. Il exige des preuves immédiates pour se rassurer. Celui qui est aligné intérieurement comprend que les processus créatifs ont leur rythme. Il agit sans urgence intérieure, même lorsqu'il agit avec intensité extérieure. Cette absence de précipitation n'est pas de la lenteur, mais de la maturité mentale. Elle permet d'éviter les décisions impulsives qui sabotent le processus à long terme. Une autre dimension essentielle est la responsabilité intérieure. La foi mentale retire l'excuse du hasard permanent. Elle ne nie pas l'imprévisible, mais elle refuse d'en faire un maître. L'individu aligné accepte que certaines choses échappent à son contrôle direct, tout en maintenant sa direction intérieure intacte. Cette posture mentale est exigeante, car elle ne permet ni la victimisation constante, ni la fuite dans l'illusion. Elle demande une présence intérieure soutenue. Holmes met en lumière un paradoxe fondamental. Plus la foi mentale est stable, moins elle est émotionnellement spectaculaire. Les grandes démonstrations de confiance sont souvent des compensations pour une insécurité intérieure. La foi véritable est discrète. Elle se manifeste dans la persévérance tranquille, dans la capacité à continuer sans se justifier, dans la fidélité à une direction même lorsque personne n'applaudit. C'est pour cette raison qu'elle est rare. Elle demande une maturité intérieure que peu sont prêts à cultiver. Devenir un point stable dans le chaos signifie également ne pas absorber émotionnellement chaque stimulus extérieur. L'esprit non aligné réagit à tout. Il est constamment déplacé, influencé, perturbé. L'esprit aligné observe sans se dissoudre. Il choisit ce qu'il intègre. Cette capacité de sélection intérieure est l'une des formes les plus élevées de liberté mentale. Elle permet de rester humain, sensible, mais non manipulable. La foi mentale n'est pas un état permanent atteint une fois pour toutes. Elle est une pratique intérieure. Elle se renforce par la cohérence entre pensée, émotion et action. Chaque fois qu'un individu agit en contradiction avec sa direction intérieure, il affaiblit sa foi. Chaque fois qu'il agit en accord avec elle, même modestement, il la renforce. Ce processus est cumulatif. Il ne produit pas toujours des résultats immédiats, mais il construit une base intérieure solide. Holmes insiste sur le fait que la foi mentale ne supprime pas les erreurs. Elle permet de les traverser sans effondrement identitaire. Une erreur devient alors une information, non une condamnation. Cette distinction est cruciale. Celui qui doute profondément
interprète chaque erreur comme une preuve de son incapacité. Celui qui est aligné l'interprète comme un ajustement nécessaire. Cette différence d'interprétation détermine la continuité ou l'abandon. La foi mentale agit enfin comme une protection psychologique. Elle réduit la dépendance excessive aux opinions extérieures. Elle permet d'écouter sans se dissoudre, de recevoir des critiques sans s'effondrer, d'accepter des conseils sans renoncer à sa direction. Cette solidité intérieure est souvent perçue comme de la confiance en soi, mais elle est plus profonde. Elle est une confiance dans le processus, pas seulement dans l'ego. Cette leçon révèle pourquoi tant de personnes restent bloquées malgré des connaissances théoriques abondantes. Elles comprennent intellectuellement, mais n'ont pas stabilisé une direction intérieure. Leur esprit est informé, mais non aligné. La foi mentale est ce qui transforme la connaissance en force active. Sans elle, les idées restent abstraites, les projets restent fragiles et la volonté s'épuise. La foi mentale n'exige pas de certitude absolue dès le départ. Elle commence souvent par une décision minimale, celle de ne plus nourrir le doute comme une vérité. Ce simple déplacement intérieur ouvre déjà un espace nouveau. À partir de là, la stabilité se construit progressivement. Elle ne demande pas d'ignorer la réalité, mais de choisir consciemment la manière de l'interpréter. En redéfinissant la foi comme une direction mentale plutôt qu'une croyance religieuse, Holmes restitue à l'individu un pouvoir intérieur souvent abandonné. Il ne s'agit pas de croire que tout est possible sans effort, mais de comprendre que sans alignement intérieur, aucun effort ne suffit. La foi mentale est ce qui permet à l'esprit de rester orienté malgré l'incertitude, calme malgré le chaos et actif sans agitation. C'est à ce niveau que la création cesse d'être accidentelle et devient intentionnelle. Non parce que tout est contrôlé, mais parce que l'esprit ne se disperse plus. La foi mentale devient alors une force silencieuse, constante, presque invisible, mais profondément efficace. Et dans un monde instable, cette stabilité intérieure devient l'un des rares véritables pouvoirs accessibles à l'être humain. Leçon 4. L'émotion comme ancre de la réalité. L'émotion est la force la plus sous-estimée et la plus mal comprise du processus créatif conscient. Ernest Holmes insiste sur un point fondamental que beaucoup ignorent ou refusent d'accepter. Ce que tu ressens imprime plus profondément que ce que tu penses. La pensée initie une direction, mais l'émotion la fixe, la scelle, la stabilise. Sans émotion, une pensée reste légère, abstraite, flottante. Avec émotion, elle devient dense, mémorable, active. L'émotion agit comme une encre invisible qui grave les idées dans le subconscient et, par extension, dans l'expérience vécue. La majorité des individus se concentrent sur ce qu'elles pensent vouloir changer, sans prêter attention à l'état émotionnel dans lequel cette pensée est nourrie. Pourtant, l'esprit créatif ne répond pas à la formulation intellectuelle, mais à la charge émotionnelle associée. Deux personnes peuvent répéter les mêmes mots, formuler les mêmes intentions, adopter les mêmes objectifs et obtenir des résultats radicalement différents, uniquement parce que leur état intérieur n'est pas le même. L'une nourrit une émotion calme, cohérente, alignée. L'autre nourrit une émotion agitée, anxieuse, contradictoire. L'esprit ne choisit pas entre les mots, il répond à la vibration émotionnelle dominante. Holmes montre que l'émotion n'est pas seulement une réaction au monde extérieur, mais une force créatrice en soi. Elle n'est pas un simple commentaire intérieur sur ce qui arrive, elle participe à ce qui arrive. Lorsqu'une émotion est répétée, entretenue,
Acceptée comme normale, elle devient un climat intérieur. Et ce climat agit comme une signature créatrice. Ce n'est pas un événement isolé qui façonne la réalité, mais un état émotionnel récurrent. La vie reflète moins ce que l'on traverse ponctuellement que ce que l'on entretient durablement. La peur est l'exemple le plus puissant et le plus dangereux de cette dynamique. Elle crée aussi, mais dans l'inconscient. Beaucoup croient que la création consciente ne concerne que les désirs positifs, les intentions élevées, les pensées constructives. C'est une illusion. Toute émotion persistante est créatrice, qu'elle soit désirée ou non. La peur, lorsqu'elle devient un état intérieur habituel, imprime profondément l'esprit. Elle conditionne les perceptions, influence les choix, oriente les décisions et finit par produire des expériences cohérentes avec elle, non pas par punition, mais par correspondance intérieure. La peur agit souvent de manière subtile. Elle ne se manifeste pas toujours sous forme de panique ou d'angoisse visible. Elle peut prendre la forme d'une prudence excessive, d'un scepticisme constant, d'un besoin de contrôle, d'une hésitation chronique. Ces formes socialement acceptables de la peur sont parfois plus créatrices que la peur brute, car elles sont rarement remises en question. Elles s'installent comme une normalité intérieure. L'individu ne se dit pas qu'il a peur, il se dit qu'il est réaliste. Pourtant, cette émotion calme mais restrictive imprime profondément la réalité. Holmes souligne une distinction essentielle entre le désir calme et le désir agité. Le désir agité est chargé de manque, de tension, d'urgence. Il veut obtenir pour combler un vide intérieur. Il est souvent accompagné d'impatience, de comparaison, de frustration. Ce type de désir crée une contradiction intérieure. Il affirme vouloir quelque chose tout en ressentant profondément son absence. L'émotion dominante n'est pas l'abondance, mais le manque. Et l'esprit créatif répond au manque, non à la formulation verbale du désir. Le désir calme, en revanche, est enraciné dans une forme de certitude intérieure. Il n'est pas pressé, ni fébrile. Il ne dépend pas de preuves immédiates pour exister. Il reconnaît une direction sans s'y accrocher émotionnellement de manière compulsive. Cette qualité émotionnelle permet à la pensée de s'imprimer sans résistance. Le désir calme ne force pas l'esprit, il l'imprègne. Il agit comme une présence intérieure constante, non comme une demande répétée. L'état intérieur est la véritable signature créatrice de l'individu. Ce n'est pas ce qu'il affirme vouloir qui compte le plus, mais ce qu'il ressent comme vrai à propos de lui-même, du monde et de ses possibilités. Une personne peut affirmer vouloir la liberté tout en ressentant profondément qu'elle est limitée, surveillée, dépendante. L'émotion réelle l'emporte toujours sur l'intention déclarée. L'esprit créatif ne se fie pas au discours, il répond au ressenti dominant. Transformer l'émotion en levier est l'un des apprentissages les plus exigeants et les plus libérateurs de cette philosophie. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, ni de les nier, ni de les combattre. Toute tentative de répression émotionnelle renforce paradoxalement ce que l'on cherche à éviter. Holmes propose une approche différente. Observer l'émotion, reconnaître son existence, puis choisir consciemment de ne pas l'entretenir comme un état permanent. Une émotion passagère n'a pas de pouvoir durable. Une émotion entretenue devient créatrice. La clé réside dans la répétition émotionnelle. Ce n'est pas ce que tu ressens une fois qui façonne ta réalité, mais ce que tu ressens souvent. L'émotion répétée devient une habitude intérieure. Et comme toute habitude, elle agit automatiquement. À ce stade, l'individu ne crée plus consciemment,
il reproduit. Sa vie devient le reflet d'un état émotionnel devenu familier, même s'il est inconfortable. Beaucoup préfèrent une souffrance connue à une stabilité inconnue. Holmes insiste sur le fait que l'émotion doit être comprise comme un langage du subconscient. Le subconscient ne parle pas en mots, il parle en ressenti. Lorsque tu ressens quelque chose comme vrai, même sans preuve rationnelle, le subconscient l'accepte comme instruction. Il ne vérifie pas si cette émotion est justifiée, logique ou utile. Il l'exécute. C'est pourquoi les traumatismes émotionnels, même anciens, continuent à influencer la réalité longtemps après que l'événement soit passé. L'émotion reste active, même lorsque la mémoire consciente s'estompe. L'un des pièges les plus courants est de croire que comprendre intellectuellement une émotion suffit à la désactiver. Ce n'est pas le cas. Une émotion ne se transforme pas par l'analyse seule, mais par un changement d'état intérieur. Tant que l'émotion est ressentie avec intensité et répétition, elle continue d'imprimer. La transformation nécessite une substitution progressive. Introduire consciemment un nouvel état émotionnel, plus stable, plus cohérent, plus aligné, jusqu'à ce qu'il devienne dominant. Cette substitution ne peut pas être violente. Forcer une émotion positive artificielle sur une émotion négative enracinée crée une dissonance intérieure. L'esprit perçoit le faux. Holmes met en garde contre les excès de positivité superficielle. La transformation émotionnelle efficace est progressive, honnête, enracinée dans la compréhension. Elle commence souvent par réduire l'intensité de l'émotion négative plutôt que par tenter de la remplacer brutalement. L'émotion agit également comme un filtre temporel. Un individu dominé par la peur ressent le futur comme menaçant, incertain, hostile. Un individu dominé par la confiance ressent le futur comme ouvert, malléable, prometteur. Ces ressentis influencent les choix présents. L'émotion colore la perception du temps. Elle détermine si l'on agit avec expansion ou avec contraction. Et chaque choix renforce l'émotion qui l'a motivé, créant un cercle auto-renforçant. Holmes montre que l'émotion est souvent héritée, apprise, absorbée par imitation. Beaucoup d'états émotionnels ne sont pas choisis consciemment, mais transmis par l'environnement familial, culturel, social. La peur de manquer, la culpabilité, la méfiance, le sentiment d'indignité sont souvent des héritages émotionnels. Les reconnaître ne suffit pas à les dissoudre, mais c'est un premier pas vers la reprise de souveraineté intérieure. Tant que l'émotion est perçue comme naturelle, elle n'est jamais remise en question. Transformer l'émotion en levier implique de comprendre qu'elle peut être utilisée consciemment. Une émotion n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Elle est une énergie. La colère peut détruire ou mobiliser. La peur peut paralyser ou affiner la vigilance. Le désir peut asservir ou orienter. Tout dépend de la manière dont l'émotion est intégrée dans la conscience. L'émotion devient destructrice lorsqu'elle est subie inconsciemment. Elle devient créatrice lorsqu'elle est reconnue et dirigée. L'un des états émotionnels les plus puissants décrits implicitement par Holmes est la sérénité active. Ce n'est pas une absence d'émotion, mais une stabilité émotionnelle. Elle permet à l'esprit de rester ouvert sans être dispersé. Dans cet état, la création devient fluide, car il n'y a plus de résistance intérieure. La sérénité active n'est pas passive. Elle soutient l'action, mais une action sans agitation interne. L'émotion imprime également la relation que l'on entretient avec soi-même. Un individu qui ressent profondément qu'il doit se battre pour mériter agit différemment de celui qui ressent qu'il est légitime par nature.
Ces ressentis influencent la manière de parler, de négocier, de se positionner, de demander, de refuser. Ils façonnent des trajectoires de vie entières sans que l'individu en soit conscient. La réalité extérieure devient alors une confirmation constante de l'état intérieur initial. Holmes rappelle que l'émotion la plus créatrice n'est pas l'euphorie, mais la cohérence intérieure. Une émotion cohérente ne fluctue pas excessivement. Elle soutient la continuité. C'est cette continuité qui permet aux idées de se matérialiser. L'esprit créatif n'a pas besoin d'intensité constante, mais de stabilité suffisante. Une flamme calme éclaire plus longtemps qu'un feu de paille. La pratique consciente consiste donc à surveiller l'état émotionnel dominant, non pour le juger, mais pour le comprendre. Chaque émotion récurrente pose une question intérieure: qu'est-ce que je nourris comme vérité? Tant que cette question n'est pas posée, l'individu reste prisonnier de ses réactions. Lorsqu'elle est posée honnêtement, un espace de choix apparaît. Ce choix ne supprime pas immédiatement l'émotion, mais il en modifie progressivement la trajectoire. L'émotion devient alors un indicateur, non un tyran. Elle informe sur l'alignement ou le désalignement intérieur. Une émotion de contraction persistante indique une incohérence entre la direction mentale et l'état intérieur. Une émotion d'expansion calme indique une cohérence croissante. Cette lecture émotionnelle demande de la finesse et de la patience. Elle ne s'apprend pas par des slogans, mais par une observation régulière. En plaçant l'émotion au cœur du processus créatif, Holmes restitue à l'individu une responsabilité profonde. Il ne s'agit plus seulement de penser correctement, mais de ressentir consciemment. Cette exigence explique pourquoi cette philosophie reste marginale. Elle ne promet pas de raccourcis, elle demande une honnêteté intérieure que peu sont prêts à assumer durablement. L'émotion comme ancre de la réalité révèle une vérité inconfortable. Changer sa vie demande souvent de changer ce que l'on ressent comme normal. Et cela implique de traverser une phase d'inconfort, car l'esprit résiste à la perte de ses repères émotionnels familiers, même lorsqu'ils sont limitants. Cette traversée est le véritable seuil de transformation. Beaucoup abandonnent ici, non par manque de capacité, mais par attachement à l'ancien climat intérieur. Lorsque l'émotion devient consciente, elle cesse progressivement de dicter la réalité de manière automatique. Elle devient un outil, une énergie directionnelle. À ce stade, la création cesse d'être accidentelle. Elle devient un processus vivant, dynamique, enraciné dans une compréhension profonde de l'esprit humain. L'individu ne cherche plus à contrôler le monde extérieur, mais à stabiliser son monde intérieur. Et c'est précisément cette stabilité qui transforme la réalité visible. Leçon 5. Le temps, l'allié des esprits clairs. Le temps est souvent perçu comme un obstacle par ceux qui cherchent à créer consciemment leur réalité, alors qu'il est en réalité l'un des alliés les plus fiables de l'esprit clair. Cette incompréhension vient d'une confusion fondamentale entre rapidité et efficacité, entre urgence et justesse. L'esprit humain, lorsqu'il est dominé par l'impatience, interprète le délai comme un refus, une absence de réponse ou une preuve d'échec. Pourtant, le temps n'est pas une force opposée à la création, il en est une composante naturelle. Toute création durable respecte un rythme qui n'est ni arbitraire ni punitif, mais profondément cohérent. La création ne se presse pas parce qu'elle obéit à des lois d'intégration intérieure avant toute manifestation extérieure. Une idée, une intention ou une direction mentale
doit d'abord s'installer dans la structure psychique de l'individu. Elle doit devenir familière, stable, non conflictuelle. Tant que cette intégration n'est pas accomplie, toute manifestation rapide serait instable, fragile ou contradictoire. Le temps agit alors comme un espace de maturation, non comme un délai inutile. Il permet à l'esprit de se réorganiser autour de la nouvelle direction choisie. L'impatience naît souvent d'un décalage entre le désir conscient et l'état intérieur réel. L'individu veut voir apparaître un résultat avant que son esprit n'ait réellement accepté la possibilité de ce résultat. Il affirme vouloir, mais il doute encore. Il espère, mais il n'est pas stabilisé. Dans ce contexte, le temps devient un révélateur. Il met en lumière les incohérences mentales, les résistances émotionnelles, les attachements inconscients à l'ancien état. Ce n'est pas le temps qui bloque, c'est ce qui l'expose. Le délai agit comme un test de cohérence mentale. Ce qui est véritablement intégré intérieurement supporte le temps sans se déformer. Ce qui est superficiel, impulsif ou contradictoire se dissout face à l'attente. Beaucoup d'intentions disparaissent non parce qu'elles étaient impossibles, mais parce qu'elles n'étaient pas suffisamment enracinées. L'esprit pressé abandonne vite, non par manque de foi, mais par manque de clarté. La constance révèle la solidité intérieure d'une direction. Ce qui est maintenu finit par apparaître, non par magie, mais par accumulation silencieuse. Chaque jour où une intention est conservée sans agitation, sans plainte, sans doute excessif, elle gagne en densité psychique. Elle devient une norme intérieure. À partir de ce moment, l'environnement commence à s'ajuster, souvent de manière progressive et presque imperceptible. Les opportunités, les rencontres, les idées émergent comme des extensions naturelles de cet état stabilisé. Le résultat semble soudain, mais il est le fruit d'une continuité invisible. L'un des pièges les plus courants est de confondre abandon de l'impatience et abandon de l'intention. Beaucoup croient que relâcher la tension signifie renoncer au désir. En réalité, c'est l'inverse. L'abandon de l'impatience est ce qui permet à l'intention de respirer. Tant que l'intention est associée à une urgence émotionnelle, elle est vécue comme un manque. Lorsqu'elle est maintenue calmement, elle devient une orientation. Cette différence change entièrement la dynamique créatrice. La patience intelligente n'est pas une attente passive, elle est une présence active, sans agitation. Elle implique de continuer à vivre, agir, apprendre, évoluer, sans surveiller constamment le résultat. L'esprit clair ne demande pas au temps de se dépêcher, il l'utilise comme un allié. Il comprend que chaque instant sans manifestation visible n'est pas vide, mais rempli de réajustements subtils. Cette compréhension transforme l'attente en confiance. Le temps met également à l'épreuve l'identité que l'on associe à son intention. Si une personne ne se sent valable que lorsque le résultat apparaît, elle souffrira nécessairement du délai. Si, au contraire, elle commence à incarner intérieurement la version d'elle-même alignée avec son intention, le temps perd son pouvoir anxiogène. L'individu cesse d'attendre pour devenir, il devient pendant qu'il attend. Cette bascule est fondamentale. La constance est la preuve la plus silencieuse et la plus puissante de la foi intérieure. Elle ne s'exprime pas par des affirmations répétées, mais par une stabilité émotionnelle face à l'absence de preuves immédiates. Maintenir une direction sans agitation est un acte de maturité mentale. Peu de personnes y parviennent, non parce que c'est difficile intellectuellement,
mais parce que cela exige de renoncer au besoin de contrôle immédiat. Le temps agit également comme un filtre. Il sépare les désirs profonds des envies passagères. Ce qui est aligné avec l'identité évolutive de l'individu persiste malgré les obstacles. Ce qui est fondé sur la comparaison, l'ego ou la fuite se fatigue rapidement. Le délai n'est donc pas un ennemi, mais un révélateur de vérité intérieure. Il montre ce qui mérite réellement d'être poursuivi. L'esprit clair comprend que toute création implique une phase invisible. La graine germe sous terre bien avant que la tige n'apparaisse. Vouloir accélérer ce processus revient à déraciner la plante avant qu'elle ne soit prête. De la même manière, forcer une manifestation avant que l'esprit ne soit stabilisé crée des résultats fragiles, temporaires ou source de nouveaux conflits. Le temps protège contre ces incohérences. L'impatience est souvent alimentée par la comparaison. Voir d'autres personnes obtenir rapidement ce que l'on désire peut créer un sentiment d'injustice ou de retard. Mais chaque trajectoire mentale est différente. Le temps nécessaire à une création dépend de la complexité des croyances à réorganiser, des émotions à apaiser, des identités à transformer. Comparer les délais revient à ignorer la singularité des structures intérieures. L'esprit clair cesse de se comparer, car il comprend que son rythme est ajusté à son évolution propre. Le maintien d'une intention à travers le temps transforme progressivement la relation à l'échec apparent. Ce qui aurait autrefois été interprété comme un signe négatif devient une information neutre. L'individu apprend à ajuster sans se décourager. Il affine sa compréhension sans remettre en cause sa direction. Cette souplesse est un signe de maturité mentale. Elle permet à la création de rester fluide sans perdre sa cohérence. Le temps permet également à l'intention de se purifier. Les motivations superficielles tombent, les attentes irréalistes s'effacent, les projections excessives se calment. Ce qui reste est plus simple, plus essentiel, plus aligné. Cette épuration est souvent inconfortable, car elle oblige à renoncer à certaines illusions. Mais elle rend la création plus stable et plus authentique. Abandonner l'impatience ne signifie pas cesser d'agir. Cela signifie agir sans tension intérieure. Les actions deviennent alors des expressions naturelles de l'état intérieur, non des tentatives désespérées de provoquer un résultat. Cette différence change profondément l'efficacité. Une action posée dans la clarté a plus d'impact qu'une multitude d'actions posées dans l'agitation. Le temps agit aussi comme un enseignant silencieux. Il apprend la confiance, la discipline intérieure, la lucidité. Il révèle les zones de résistance que l'on préférait ignorer. Il oblige à se confronter à ses propres contradictions. Beaucoup abandonnent non parce que le temps est long, mais parce qu'il les met face à eux-mêmes. L'esprit clair accepte cette confrontation comme une opportunité d'affinement. Ce qui est maintenu finit par apparaître parce que l'esprit finit toujours par s'aligner avec ce qu'il entretient durablement. La réalité extérieure ne fait que suivre cette stabilisation intérieure. Lorsque l'intention cesse d'être une exception mentale et devient une norme, le monde s'ajuste. Ce processus est rarement spectaculaire, mais il est profondément fiable. La patience intelligente permet également de reconnaître le bon moment. Tout n'apparaît pas dès que c'est possible, mais lorsque c'est pertinent. Une opportunité prématurée peut être plus destructrice qu'une attente prolongée. Le temps protège contre les désalignements temporels. Il synchronise l'intention, la capacité et le contexte. Cette synchronisation ne peut pas être forcée. L'esprit clair
développe une relation apaisée avec le futur. Il ne le craint pas, ne le fantasme pas excessivement. Il le considère comme une continuité logique de l'état présent. Cette relation transforme l'expérience du temps lui-même. L'attente cesse d'être une tension, elle devient un espace de présence. Dans cet espace, la création devient presque secondaire, car l'individu commence déjà à vivre intérieurement ce qu'il cherchait à obtenir extérieurement. La constance n'est pas spectaculaire. Elle ne produit pas d'excitation immédiate. Elle demande une fidélité silencieuse à une direction intérieure. C'est précisément pour cette raison qu'elle est rare, mais c'est aussi pour cette raison qu'elle est puissante. Là où l'agitation épuise, la constance construit. Là où l'impatience disperse, la continuité rassemble. Le temps, lorsqu'il est compris, cesse d'être un juge, il devient un partenaire. Il accompagne la maturation intérieure sans se presser ni ralentir artificiellement. Il respecte la capacité de l'individu à intégrer, à évoluer, à se stabiliser. L'esprit clair ne lutte plus contre le temps. Il avance avec lui. Cette compréhension transforme radicalement la pratique créative. L'individu ne mesure plus sa progression uniquement à l'apparition de résultats visibles, mais à la qualité de son état intérieur. Il observe sa stabilité, sa cohérence, sa capacité à maintenir une direction sans tension excessive. Ces signes deviennent plus importants que les preuves extérieures immédiates. Lorsque cette relation au temps est intégrée, une forme de paix intérieure s'installe. Non pas une résignation, mais une confiance lucide. L'individu sait que ce qui est juste pour lui trouve toujours sa forme, à condition d'être maintenu sans contradiction majeure. Cette certitude calme libère une énergie immense. Elle permet d'agir sans peur du retard, d'aimer sans crainte de la perte, de créer sans obsession du résultat. Le temps devient alors l'allié naturel des esprits clairs, non parce qu'il accélère la création, mais parce qu'il la rend inévitable lorsque les conditions intérieures sont réunies. Dans cette perspective, attendre n'est plus subir. Attendre devient une forme active de fidélité à soi-même. Et cette fidélité, maintenue dans la durée, est l'une des forces créatrices les plus puissantes qui soient. Leçon 6. L'erreur majeure, vouloir changer l'effet sans toucher à la cause. Cette leçon frappe là où l'ego résiste le plus, parce qu'elle enlève toute possibilité de fuite. Elle affirme une vérité simple, mais profondément dérangeante. Tant que l'on cherche à modifier les circonstances visibles sans transformer l'état intérieur qui les a produites, rien ne change réellement. On peut déplacer les formes, améliorer temporairement les conditions, ajuster les apparences, mais la structure invisible qui génère ces expériences demeure intacte. Et ce qui demeure intact finit toujours par se reproduire. La majorité des individus vit dans cette illusion. Croire que la vie se corrige de l'extérieur, que les effets peuvent être réarrangés indépendamment de leur cause. Ernest Holmes insiste ici sur une loi mentale fondamentale. Toute expérience est un effet, et tout effet provient d'une cause intérieure, qu'elle soit consciente ou non. L'erreur majeure commence lorsque l'on confond action et création. Agir sur les résultats n'est pas créer, c'est réagir. Changer de travail, de relation, de lieu, de stratégie, sans changer la manière d'être qui a attiré ces situations, revient à repeindre une façade dont les fondations sont fissurées. Pendant un temps, l'illusion tient. Puis, les mêmes tensions réapparaissent sous d'autres formes. Les mêmes conflits se répètent avec de nouveaux visages. Les mêmes blocages financiers surgissent dans des contextes différents.
L'individu se fatigue, se décourage et conclut que la vie est injuste ou hostile, alors qu'en réalité, elle est simplement cohérente. Holmes ne parle pas ici de culpabilité, mais de responsabilité créatrice. Il ne dit pas que l'individu mérite ce qu'il vit au sens moral, mais qu'il en est la cause mentale au sens mécanique. La vie ne punit pas, elle reflète. Et ce reflet est fidèle, précis, implacable. Tant que l'état intérieur reste inchangé, l'expérience extérieure ne peut que répéter le même message sous des formes différentes. Voilà pourquoi tant de tentatives de transformation échouent. Elles ciblent l'effet en espérant contourner la cause. C'est dans ce contexte que l'on comprend pourquoi les affirmations seules échouent. Répéter des phrases positives sans modifier l'identité mentale qui les prononce revient à poser une étiquette neuve sur un contenu ancien. Le subconscient n'écoute pas les mots, il écoute l'état. Il ne répond pas à ce qui est dit, mais à ce qui est cru, ressenti, incarné. Une affirmation qui contredit l'image intérieure de soi produit souvent l'effet inverse. Elle renforce la dissonance, met en lumière le manque de cohérence et finit par être abandonnée avec amertume. Non pas parce que la loi ne fonctionne pas, mais parce qu'elle fonctionne trop bien. La restructuration de l'identité mentale est donc incontournable. Tant que l'on se perçoit comme quelqu'un qui lutte, qui manque, qui doit prouver, qui espère sans être sûr, toute création portera cette signature. L'identité n'est pas un concept abstrait, c'est un champ de cohérence intérieure. Elle détermine ce qui est perçu comme possible, normal, accessible. On ne crée jamais au-delà de ce que l'on s'autorise à être. Les désirs qui dépassent l'identité mentale restent des fantasmes, pas des forces créatrices. Ils n'atteignent jamais le niveau de cause. Créer à partir du manque est l'une des erreurs les plus courantes. Le manque est un état, et tout état est créateur. Lorsqu'un individu désire à partir du manque, il imprègne la création de l'énergie même qu'il cherche à fuir. Il pense vouloir l'abondance, mais il ressent la rareté. Il affirme la confiance, mais il vibre l'insécurité. La loi mentale ne choisit pas le contenu verbal, elle exécute l'état dominant. Ainsi, le manque appelle des expériences qui confirment le manque, même sous des formes déguisées. Une opportunité peut apparaître, mais elle sera instable. Une relation peut se former, mais elle sera déséquilibrée. Un gain peut survenir, mais il sera suivi d'une perte. Créer à partir de l'être, au contraire, signifie que l'état intérieur précède la forme extérieure. Cela ne veut pas dire posséder déjà ce que l'on désire au niveau matériel, mais l'avoir intégré au niveau identitaire. Être calme avant la sécurité. Être confiant avant la réussite. Être digne avant la reconnaissance. Cet ordre est non négociable. Toute tentative d'inverser cet ordre produit de la frustration. L'individu attend que la vie lui donne une preuve avant de se transformer intérieurement, alors que la loi exige l'inverse. L'état d'abord, la preuve ensuite. Holmes souligne que la cause précède toujours l'expérience, même lorsque le délai donne l'illusion du contraire. Le temps n'annule pas la loi, il la masque temporairement. Une pensée persistante, une émotion répétée, une croyance enracinée peuvent mettre des mois ou des années à se matérialiser pleinement. Lorsque l'effet apparaît, l'individu a souvent oublié l'état intérieur qui l'a engendré. Il parle alors de hasard, de chance, de malchance, sans voir la continuité invisible. Cette amnésie psychologique entretient l'illusion que les événements sont indépendants de la conscience. Comprendre cette leçon
exige une honnêteté radicale. Il faut accepter que rien ne change durablement sans transformation intérieure et que cette transformation ne peut être simulée. Elle ne répond ni à l'urgence ni à la peur. Elle demande une observation lucide de ses propres états dominants. Non pas ce que l'on pense vouloir, mais ce que l'on entretient réellement. Non pas les intentions proclamées, mais les croyances vécues. Non pas les émotions passagères, mais les climats intérieurs récurrents. Cette leçon enlève aussi toute excuse. Elle ne permet plus de blâmer les circonstances, le système, les autres ou le passé. Non pas parce que ces facteurs n'existent pas, mais parce qu'ils ne sont jamais la cause première. Ils sont des contextes, des déclencheurs, des amplificateurs, mais jamais l'origine. L'origine est toujours intérieure. Et tant que cette origine n'est pas touchée, toute tentative de changement reste superficielle. Il est important de comprendre que toucher à la cause ne signifie pas forcer un changement émotionnel immédiat. L'état intérieur ne se modifie pas par contrainte, mais par compréhension. Lorsque l'on voit clairement le lien entre un état et ses effets, l'état commence naturellement à perdre sa rigidité. La lucidité dissout ce que la volonté ne peut pas briser. C'est pourquoi Holmes insiste sur l'intelligence créatrice plutôt que sur l'effort. L'effort agit sur l'effet. L'intelligence agit sur la cause. À ce stade, la création cesse d'être une lutte et devient un alignement. L'individu ne cherche plus à corriger la vie, mais à se corriger lui-même au sens structurel. Il observe ses réactions, ses attentes, ses peurs, non pour se juger, mais pour identifier la matrice créatrice à l'œuvre. Il comprend que chaque expérience est un message, non une punition. Un signal indiquant l'état intérieur qui demande à être réajusté. Cette leçon est brutale parce qu'elle retire toute magie superficielle. Elle ne promet pas de raccourcis. Elle ne vend pas de formule rapide. Elle affirme que la création consciente est un travail d'être, pas de façade. Mais elle est aussi profondément libératrice, car elle rend le pouvoir à l'individu. Si la cause est intérieure, alors la transformation est possible à tout instant, indépendamment des conditions extérieures. La liberté ne vient pas de contrôler les effets, mais de maîtriser la source. En comprenant que vouloir changer les faits sans toucher à la cause est l'erreur majeure, l'individu cesse de gaspiller son énergie. Il ne court plus après les symptômes. Il revient au centre. Il cesse de demander « Comment changer ma situation ?» et commence à se demander « Qui dois-je être pour que cette situation n'ait plus de raison d'exister ?» À partir de là, la création n'est plus un combat, mais une conséquence naturelle. Et la vie, loin d'être un adversaire, redevient ce qu'elle a toujours été. Un miroir fidèle de l'état intérieur. Leçon 7. L'esprit créatif conscient. Reprendre la souveraineté. Cette leçon marque un tournant décisif dans la compréhension de l'esprit créatif. Jusqu'ici, nous avons exploré la mécanique invisible de la création, la force du subconscient, l'importance de la foi mentale, le rôle central de l'émotion, la patience intelligente et l'erreur majeure de vouloir modifier les effets sans toucher à la cause. Mais il est temps de passer de la compréhension à l'action consciente, de sortir de l'inconscience créatrice pour s'affirmer comme un acteur lucide et souverain de sa réalité. Holmes nous invite à devenir non pas de simples participants de nos vies, mais des dirigeants de nos expériences, à exercer pleinement notre pouvoir mental avec responsabilité et clarté. Reprendre la souveraineté commence par reconnaître que l'esprit
ne se contente pas de subir les influences extérieures. Il est un moteur capable de générer, de structurer et de diriger la réalité. Dans l'inconscience, les pensées surgissent, les émotions fluctuantes dominent et les habitudes mécaniques contrôlent la vie. On réagit à ce que l'on perçoit comme réel, mais on ne crée jamais de manière intentionnelle. L'esprit inconscient est un champ de potentialité non dirigé, fertile, certes, mais souvent anarchique. Holmes insiste sur le fait que cette anarchie mentale est la source de nombreuses frustrations, échecs et répétitions d'expériences non désirées. La première étape pour devenir un esprit créatif conscient consiste à choisir ses pensées comme on choisit une direction de navigation. La conscience de ses propres processus mentaux est cruciale. Observer les pensées récurrentes, les jugements automatiques, les émotions dominantes et comprendre comment elles façonnent la vie. Ce n'est pas un simple exercice d'auto-analyse, mais une pratique active de sélection. Décider quelles pensées nourrir, lesquelles transformer, lesquelles laisser passer. La pensée non choisie agit comme un courant invisible qui entraîne toute la vie, mais la pensée choisie devient une force directrice, capable de produire des effets alignés avec l'intention profonde. Créer par cohérence et non par lutte est une notion clé. L'esprit créatif conscient n'impose pas la volonté comme un marteau sur la réalité, il l'oriente comme un fil invisible de cause à effet. La cohérence intérieure transforme chaque décision, chaque action et chaque intention en expression naturelle de l'état mental dominant. La lutte, au contraire, naît de la résistance entre l'intention consciente et les schémas subconscients non corrigés. Lorsque la cohérence est établie, l'action devient fluide. Les obstacles perdent leur poids disproportionné et le processus de création devient un alignement, non un effort. Holmes insiste également sur la responsabilité totale. La souveraineté mentale n'implique pas de culpabilité, mais exige l'acceptation de sa capacité à générer sa vie. Il ne s'agit pas de se blâmer pour les expériences passées, ni de se juger pour les échecs, mais de comprendre que chaque événement est un reflet d'états intérieurs. Cette conscience libère, car elle transforme la peur et l'impuissance en clarté et en pouvoir. L'individu cesse de se voir comme victime des circonstances et commence à se percevoir comme artisan de sa destinée. Le créateur conscient choisit également le type de réalité qu'il souhaite soutenir. Cela nécessite de cultiver des états d'être précis, d'entretenir des émotions cohérentes et d'aligner ses croyances avec la vision de vie qu'il souhaite manifester. Holmes souligne que l'esprit conscient n'est pas un rêveur passif. Il structure, anticipe, ajuste et persiste. La constance est ici un facteur déterminant. L'esprit créatif conscient sait que la répétition d'états choisis stabilise la réalité et crée un terrain fertile pour des manifestations fiables et durables. La souveraineté mentale implique aussi de devenir un esprit directeur plutôt que réactif. Les influences extérieures ne disparaissent pas, mais elles ne dictent plus la direction de la vie. Chaque rencontre, chaque situation, chaque événement devient un champ d'expression intentionnel. L'esprit conscient agit, observe et ajuste, mais ne subit pas. Il est à la fois l'architecte et l'ouvrier de sa réalité. Cette posture transforme la peur en puissance, l'incertitude en lucidité et le chaos apparent en ordre potentiel. Enfin, Holmes rappelle que cette autonomie mentale est un processus continu. La souveraineté n'est pas un état ponctuel, mais une pratique quotidienne. Elle nécessite vigilance, auto-observation, correction des schémas non désirés
et renforcement des habitudes mentales constructives. Plus l'esprit se stabilise dans la conscience de soi et de sa capacité créatrice, plus la vie devient un miroir fiable de cette puissance intérieure. Ainsi, l'esprit créatif conscient n'est pas seulement une capacité, mais un mode de vie. Il transforme l'existence, non par magie, mais par intelligence, alignement et responsabilité. Holmes nous montre que reprendre la souveraineté mentale, c'est retrouver le pouvoir de décider, de créer et de vivre en accord avec la vision la plus élevée de soi-même, sans laisser les conditions externes ou les influences mécaniques dicter le cours de sa vie. Cette leçon invite à passer de l'inconscience créative à la maîtrise intérieure, à embrasser la responsabilité de son esprit et à devenir le véritable auteur de sa réalité. L'autonomie, la clarté et la cohérence mentale deviennent alors les outils pour transformer la vie en une œuvre consciente, intentionnelle et profondément alignée avec l'être. Leçon 8. Vivre comme une cause, non comme un effet. Cette leçon approfondit l'idée centrale de Holmes. La véritable liberté et puissance de l'esprit créatif résident dans le fait de devenir cause et non simple effet. Jusqu'ici, nous avons exploré les fondements de la création mentale, la mécanique subconsciente, la foi directionnelle, le rôle de l'émotion, l'importance du temps, la cause derrière les faits et la souveraineté consciente. Toutes ces étapes préparent l'individu à un point culminant. Vivre chaque instant comme un agent actif, un initiateur de réalité, plutôt que comme un spectateur réactif de la vie. Holmes nous enseigne que l'esprit créatif n'est pas seulement une faculté intellectuelle, mais un art de vivre, une posture existentielle. Vivre comme une cause implique de comprendre que tout ce qui nous arrive n'est pas uniquement le résultat du hasard, des circonstances ou des autres personnes. Les événements externes peuvent sembler diriger notre existence, mais la conscience créatrice nous rappelle que notre état intérieur façonne constamment la perception, l'expérience et l'impact que nous avons sur le monde. La clé est de stabiliser notre centre intérieur, d'aligner nos pensées, émotions et intentions pour que chaque action découle naturellement d'une source consciente. L'individu cesse alors de subir les influences extérieures et devient un point de direction dans l'écoulement du temps et de la vie. Cette approche transforme radicalement la manière de vivre le travail, les relations et la santé. Dans le domaine professionnel, elle signifie que chaque projet, chaque décision et chaque effort sont orientés par une intention consciente, créant une efficacité et une harmonie invisibles pour ceux qui agissent mécaniquement. Dans les relations, cela implique de devenir responsable de l'énergie que l'on émet, de comprendre que les interactions sont des reflets de l'état intérieur et que l'on attire ou génère des comportements selon la stabilité et la clarté de son esprit. Concernant la santé, Holmes rappelle que l'esprit dirige la matière subtile et influence les réactions corporelles, les habitudes et la vitalité. Vivre comme une cause ne se limite donc pas à des affirmations ou à des pensées positives. C'est l'application continue de principes intérieurs dans tous les domaines de la vie. La paix intérieure devient le marqueur tangible de cette maîtrise. Elle n'est pas un état passif, mais le signe que l'individu agit de manière consciente et structurée. Lorsque l'esprit est clair, cohérent et souverain, les turbulences extérieures perdent leur pouvoir de perturber. L'homme qui vit comme cause se positionne dans un espace intérieur stable, d'où il peut observer, ajuster et créer sans être entraîné par les fluctuations du monde extérieur. Cette constance mentale se traduit par une force tranquille,
une autorité naturelle et une influence subtile mais puissante. Holmes souligne que cette posture est la voie vers la transformation existentielle. L'homme cesse de se percevoir comme victime du destin et embrasse son rôle de co-créateur actif de sa réalité. Il apprend à utiliser la pensée et l'émotion comme outils, à orienter son énergie vers des objectifs qui reflètent sa vision la plus élevée et à transformer les obstacles perçus en opportunités d'alignement et de croissance. L'inconscience devient conscience, le hasard devient intention, et le chaos apparent se restructure en ordre grâce à la force stabilisatrice de l'esprit créatif. Créer dans chaque action quotidienne, même dans les tâches les plus banales, devient alors un acte d'expression de soi et de souveraineté. Holmes insiste sur la répétition et la cohérence. Ce n'est pas un effort ponctuel, mais une pratique constante. Chaque pensée, chaque geste et chaque décision doivent être orientés par l'intention consciente, ce qui permet de transformer les expériences ordinaires en manifestations extraordinaires de l'esprit créatif. Enfin, Holmes met en avant la responsabilité inhérente à cette manière d'être. Devenir cause implique d'assumer pleinement les conséquences de ses choix intérieurs, sans rejeter la faute sur l'environnement ou sur autrui. Cette posture responsabilisante libère l'esprit, car elle transforme la peur et l'incertitude en clarté et pouvoir. L'homme devient un point d'ordre dans le monde, capable de créer, d'influencer et d'orienter la vie selon les lois invisibles de l'esprit. Ainsi, vivre comme une cause et non comme un effet n'est pas un simple concept philosophique. C'est une méthodologie pratique, un art de vivre qui transforme la perception, la décision et l'action. Holmes enseigne que l'esprit créatif appliqué quotidiennement génère non seulement des résultats tangibles, mais élève la conscience, stabilise l'être et fait de chaque individu un véritable maître de sa réalité, aligné avec son potentiel le plus élevé et son rôle unique dans le monde. Leçon 8 nous invite donc à incarner pleinement cette posture, à ce que chaque pensée, émotion et acte deviennent un reflet conscient de notre capacité à créer. L'esprit ne se contente plus de réagir. Il dirige, influence et structure la réalité, faisant de la vie elle-même un champ d'expression consciente et harmonieuse. Ernest Holmes nous laisse un enseignement d'une profondeur rare. Comprendre l'esprit, c'est reprendre le contrôle total de sa vie. Tout au long de Creative Mind, il démontre que la véritable puissance ne réside ni dans les circonstances extérieures, ni dans des talents superficiels, mais dans la maîtrise consciente de notre pensée et de nos émotions. L'esprit humain, lorsqu'il est éveillé et dirigé, devient la source d'une création constante et significative. Ceux qui apprennent à l'observer et à l'aligner deviennent capables de façonner leur réalité plutôt que d'en subir les conséquences. Cette compréhension n'est pas simplement un savoir abstrait, elle transforme l'existence. Vivre consciemment, c'est reconnaître que chaque pensée, chaque émotion et chaque action possède une portée causale. La création consciente devient alors un acte de dignité humaine, un engagement à ne plus laisser la vie être dictée par le hasard, les influences extérieures ou les peurs internes. Holmes insiste sur la responsabilité inhérente à cette maîtrise. Être conscient de son esprit implique de ne plus chercher à obtenir du monde ce qui peut être généré de l'intérieur. La liberté intérieure devient ainsi un héritage personnel que personne ne peut confisquer. Comprendre l'esprit, c'est aussi comprendre la cohérence entre pensée et émotion. Holmes rappelle que la pensée seule, détachée de l'émotion et de l'intention,
ne produit rien de stable. De même, l'émotion sans direction consciente entraîne le chaos. La vraie création surgit de l'union harmonieuse entre conscience, certitude et constance intérieure. Ceux qui l'appliquent voient leur choix devenir plus clair, leur énergie plus concentrée et leur vie plus alignée avec leurs valeurs profondes. L'esprit devient alors un outil de structuration, un moyen de transformer chaque expérience en opportunité de croissance et d'expression authentique. Le message de Holmes est percutant et libérateur. Celui qui comprend son esprit cesse de demander au monde, cesse d'attendre des conditions parfaites ou des circonstances favorables. Il cesse d'être réactif et devient initiateur. La maîtrise de soi et la création consciente ne sont pas des privilèges réservés à quelques-uns. Elles sont accessibles à tous ceux qui choisissent d'orienter leur attention, de clarifier leurs intentions et d'agir avec constance. L'esprit devient ainsi un héritage durable, non seulement pour soi-même, mais pour tout ce que l'on touche, relations, projets, enseignements et exemples personnels. Ainsi, Creative Mind ne se limite pas à un manuel de développement personnel. C'est une invitation à transformer l'existence en art, à vivre chaque instant comme une expression consciente de sa force intérieure. La compréhension de l'esprit ne libère pas seulement des contraintes extérieures, elle confère une souveraineté durable sur soi-même et sur la direction que prend sa vie. Holmes nous offre la clé pour cesser de subir et commencer à créer, pour que chaque pensée, chaque action et chaque expérience deviennent le reflet fidèle de notre conscience éveillée, assurant que notre esprit reste libre, actif et maître de son destin.